Merci, bonjour tout le monde. Je commence par remercier le bureau du Collège tunisien d'urologie pour cette invitation afin de participer à animer une partie de cet enseignement post-universitaire. Donc, on va voir les autres troubles de l'éjaculation. Donc, dans ce chapitre, on va aborder des anomalies de l'éjaculation qui sont beaucoup moins fréquentes que l'éjaculation précoce, donc abordée tout à l'heure par mon collègue. Mais ces anomalies sont assez embêtantes, aussi bien pour le patient, donc pour le patient qui est touché dans sa sexualité, que le clinicien qui donc fait face à des anomalies qui ne sont pas fréquentes en consultation, d'étiologie multifactorielle. Les étiologies sont souvent intriquées, organiques et psychologiques, en absence aussi de recommandations. Alors, la physiologie de l'éjaculation a été bien rappelée par mon collègue, donc Dr Kamoun. Donc, il y a deux phases. Donc, la phase d'émission, c'est le transfert donc, de sperme dans l'urètre postérieur à partir des vésicules séminales avec une fermeture de col vésicale, et la phase d'expulsion qui est basée sur des contractions rythmées des muscles bulbo-caverneux et des muscles périnéaux. Donc, je vous rappelle que l'émission est sous la dépendance du système sympathique qui prend son origine à partir des racines T10 jusqu'à L2, et les axones de ces racines donc, empruntent le nerf hypogastrique, alors que l'expulsion est sous la dépendance du système somatique qui prend son origine à partir des racines S2, S3 et S4 représentées par le nerf pudendal. Alors, ce schéma, c'est pour vous montrer que l'input donc, sensoriel donc, vient à partir des récepteurs du pénis, et aussi une stimulation donc, qui peut être donc, visuelle, olfactive, donc qui va être interprétée par le cerveau, ce qui va au fait donner une donc, augmentation donc, de la dopamine au niveau donc, central, et cette dopamine qui est neuromédiateur principal dans l'éjaculation, ce qui va donc déclencher le réflexe éjaculatoire. Alors, les neuromédiateurs, c'est très important. Ceci a été aussi rappelé par mon collègue. Donc, le neuromédiateur périphérique principal, c'est la noradrénaline. Le neuromédiateur central principal de l'éjaculation, c'est la dopamine. La sérotonine, donc, elle a un effet principalement inhibiteur. La prolactine aussi a été impliquée dans la phase réfractaire. On va commencer par la première anomalie, donc, qui est l'éjaculation retardée. Donc, cette anomalie est problématique du fait qu'il y a peu d'études dans la littérature et la définition n'est pas encore standardisée. Au fait, auparavant, on utilisait ce qu'on appelle donc, la latence éjaculatoire. Par la suite, dans les différentes études, on utilisait le temps de latence d'éjaculation intravaginale. Et d'après la troisième consultation internationale de médecine sexuelle, on a défini l'éjaculation retardée par un temps de latence d'éjaculation intravaginale qui dépasse 20-25 minutes, mais qui doit être associé à un impact personnel négatif. Alors, ceci a été critiqué donc, par plusieurs auteurs, puisqu'au fait, le chiffre 20-25 minutes, au fait, ça représente plus de 2 déviations standards de la médiane d'une population étudiée, mais au fait, on pense que la médiane est beaucoup donc, moins importante que ceci, et elle est entre 4 et 10 minutes pour la majorité. De ce fait, Perlman, dans son papier publié en 2017, donc, exige 3 conditions pour définir l'éjaculation retardée. D'abord, l'incapacité de l'individu de choisir d'éjaculer en intravaginal en moins de 10 minutes durant toutes les rencontres coïtales ou dans presque toutes les rencontres. La deuxième condition, c'est qu'il faut avoir le désir d'éjaculer plus tôt, et il faut vivre des expériences personnelles négatives, c'est-à-dire un impact négatif sur la sexualité, pour retenir le diagnostic.
Alors, concernant la prévalence, peu d'études, comme je l'ai signalé tout à l'heure, ça paraît le désordre le moins fréquent. La prévalence, selon la littérature, variait entre 1 et 5%. Concernant les étiologies, donc l'étiologie est multifactorielle, principalement psychologique. Il y a aussi des causes organiques, génétiques, neurobiologiques et d'autres étiologies. Alors, les causes psychologiques, au fait, ces causes prennent une grande part donc, dans l'étiologie de l'éjaculation retardée. Elles sont multiples et elles sont grossièrement classées en 4 catégories. La première, donc une stimulation sexuelle insuffisante, mentale ou organique. L'éjaculation retardée peut être due à des habitudes masturbatoires et fantasmiques inhabituelles. Donc, les hommes qui sont très addictifs aux masturbations, avec des fantasmes irréels qui sont discordants avec la réalité, peuvent souffrir de cette pathologie. Troisièmement, c'est le trouble du désir sexuel. Il faut faire attention aussi aux orientations, donc certaines orientations homosexuelles. Et la quatrième catégorie, c'est le conflit psychologique, la peur, donc la crainte, par exemple, de faire tomber enceinte sa partenaire, une éducation religieuse stricte, etc. Donc, comme le montre donc, ce papier, donc c'est une revue au fait de la littérature. Donc, concernant l'éjaculation retardée, vous voyez donc que les causes psychologiques sont très importantes. Donc, je cite à titre d'exemple donc la peur, donc la crainte, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc de faire tomber donc enceinte sa partenaire. Il y a aussi les conflits donc d'orientation sexuelle. Il y a aussi certains traits de personnalité obsessionnelle compulsive. Il y a aussi le manque de confiance en soi. Il y a l'éducation religieuse sévère. Il y a aussi les techniques masturbatoires qui sont inhabituelles, l'addiction à la masturbation, ce qui donc donne une orientation vers un plaisir à partir d'un sexe donc isolé, donc en solo. Il y a aussi la baisse du désir donc sexuel et les différents troubles psychologiques et la dépression. Alors, passons maintenant aux causes organiques. Au fait, les causes organiques incluent toute anomalie congénitale, maladie, traitement ou intervention chirurgicale pouvant interférer avec le contrôle central ou périphérique de l'éjaculation, c'est-à-dire le système sympathique et le système nerveux somatique. Elles aussi sont multiples, donc elles peuvent être liées à l'âge, congénital, génétique, neurologique, infectieuse, inflammatoire, endocrine et peuvent être aussi d'origine médicamenteuse. Concernant l'âge, donc, il était constaté au fait qu'il y a une augmentation de la prévalence de l'éjaculation retardée avec l'âge et les facteurs incriminés étaient la baisse de la testostéronémie qui peut donner une atrophie et une diminution de la sensibilité des organes génitaux externes, les comorbidités aussi associées à l'âge, la fréquence des cancers dans cette catégorie d'âge, donc le recours à la chirurgie, à la radiothérapie, peuvent être aussi incriminés. Et il était décrit également un ralentissement du réflexe bulbo-caverneux lié à l'âge. Alors, ceci pour vous montrer donc, que les causes organiques en matière d'éjaculation retardée sont à large spectre. Il y a des anomalies congénitales, il y a des anomalies neurologiques, à titre d'exemple, la neuropathie diabétique, la sclérose en plaques, les lésions médulaires, la lymphadénique, le curage donc, ganglionnaire par aortique par exemple, qui peut léser le système sympathique important dans la physiologie de l'éjaculation. Également les causes infectieuses, inflammatoires, les causes endocrines telles que l'hypogonadisme, l'hypothyroïdie, l'hyperprolactinémie, eux aussi peuvent être en cause d'éjaculation retardée. Alors, quel est le rôle des médicaments ? Alors, tout à l'heure, on a vu que la sérotonine joue un rôle inhibiteur dans l'éjaculation. Donc, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine vont augmenter donc, le temps de latence d'éjaculation intravaginale. Et dans son papier publié en 2009, donc, on a montré un risque relatif égal à 7. Il y a aussi d'autres médicaments qui peuvent ralentir l'éjaculation, tels que les antidépresseurs tricycliques, certains neuroleptiques,
antiépileptiques, les diurétiques thiazidiques, les alpha-1 bloqueurs aussi étaient incriminés dans cette pathologie. Alors, ce tableau, pour vous montrer aussi donc, la liste donc, des médicaments qui peuvent retarder l'éjaculation. Et concernant les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, ça va au fait stimuler les récepteurs 5-HT2 par une augmentation de la concentration de sérotonine au niveau de la fente synaptique. Les autres médicaments vont interférer par l'intermédiaire au fait d'une action antidopaminergique. Certains médicaments vont augmenter le taux de prolactine qui est inhibitrice de l'éjaculation. Vous voyez aussi que, à titre d'exemple, les diurétiques thiazidiques, au fait, ont un effet négatif sur les cellules musculaires lisses. Donc, il y a une inhibition des contractions au niveau des canaux différents et de la vésicule, des vésicules séminales importants dans la phase d'émission. Il diminue aussi l'action des catécholamines. Les alpha-bloquants aussi ont une action en inhibant la contraction des cellules musculaires lisses. Certains antihypertenseurs aussi, qui ont une action centrale, peuvent retarder l'éjaculation. Alors, le diagnostic, malheureusement, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de consensus. L'éthiopathogénie est intriquée, donc des facteurs psychologiques, des facteurs organiques, et tout se passe par un interrogatoire qui doit être minutieux, exhaustif. Il faut bien préciser l'histoire de la maladie. Il faut commencer par éliminer une éjaculation rétrograde, l'absence de puberté, une anorgasmie, une dysfonction érectile, une baisse de libido, une éjaculation douloureuse qui peut donner un phénomène d'évitement des rapports sexuels. Un trouble sexuel du partenaire aussi peut être en cause et peut nous induire en erreur. Un conflit d'orientation sexuelle, les intérêts paraphiliques aussi du patient, tout ça, il faut les préciser. Préciser aussi si la plainte concerne l'éjaculation, l'anorgasmie ou les deux. L'éjaculation, ce phénomène se passe au niveau des organes génitaux. L'orgasme, un événement sensoriel central. D'habitude, l'orgasme et l'éjaculation surviennent ensemble. Parfois, on a un orgasme sans éjaculation. Ceci témoigne d'une éjaculation rétrograde, peut-être secondaire à une obstruction des canaux éjaculateurs. Alors, il faut confirmer le diagnostic de l'éjaculation. Rappelez-vous des 3 conditions, donc signalées tout à l'heure. Il faut un temps de latence d'éjaculation intravaginale qui dépasse les 10 minutes. Le patient est incapable de faire avancer son éjaculation, par exemple en augmentant la fréquence de va-et-vient au cours du rapport sexuel, et la présence de retentissements psychologiques négatifs. L'éjaculation retardée, est-ce qu'elle est uniquement avec sa partenaire ou dans toutes circonstances, en particulier la masturbation? Ceci est important à préciser. Alors, il faut rechercher les facteurs aussi prédisposants, l'interrogatoire et utiliser des questionnaires valides pour vérifier s'il n'y a pas ou non une dysfonction érectile. Il faut un examen physique minutieux, un bilan biologique minimal et l'imagerie peut être dans certains cas utile. Alors, pour vous montrer l'importance de l'interrogatoire et l'histoire de la maladie. Donc, ça doit être vraiment exhaustif. L'examen physique doit vérifier les caractères sexuels secondaires, la taille de la verge, des testicules, la présence ou non des anomalies génitales. Il faut examiner l'épididyme, le déférent de chaque côté. Le toucher rectal est important, évaluer la prostate, le tonus sphinctérien, la qualité du réflexe bulbo-caverneux, tester les différents réflexes. Donc, à titre d'exemple, le réflexe crémastérien qui témoigne de l'intégrité des racines L1, L2. Tester les réflexes anal et bulbo-caverneux. Donc, ça reflète au fait l'intégrité des racines S2, S3 et S4. Sensation de température ou de piqûre, donc pinprick sensation au niveau du gland. Ça évalue au fait la partie sacrée de la moelle épinière. Testicular squeeze, donc c'est important pour tester aussi la partie T11, T12, le réflexe cutané de la partie inférieure de l'abdomen qui évalue aussi les racines T11, T12. Donc l'examen physique aussi doit être
précis et minutieux. Concernant les investigations, donc, on doit rechercher les spermatozoïdes dans les urines pour écarter une éventuelle éjaculation rétrograde, un bilan sanguin minimal, glycémie à la recherche d'un diabète qui peut être un facteur de risque, donc la testostéronémie, hypogonadisme, bilan thyroïdien et prolactinémie. Les prélèvements bactériologiques en fonction du contexte, en présence de sécrétions. Les examens neurophysiologiques sont de pratiques peu fréquentes. En cas de signe d'appel, on peut donc pratiquer un EMG de muscle bulbo-caverneux et les potentiels évoqués du nerf dorsal de la verge. L'imagerie, donc, on peut avoir recours à une échographie abdominale, surtout l'échographie endorectale, donc qui peut nous orienter vers une obstruction des canaux éjaculateurs, une anomalie prostatique ou des vésicules séminales. L'IRM peut être utile pour étudier l'anatomie du pelvis. Alors, la prise en charge, au fait, l'objectif du traitement de l'éjaculation retardée est d'avoir un délai d'éjaculation satisfaisant. Mais comme on a vu, les étiologies sont intriquées, psychologiques, organiques, et l'affaire n'est pas toujours facile. Alors, il faut savoir que la prise en charge doit être multidisciplinaire. Ça implique urologue, clinicien, sexologue, psychologue, endocrinologue. Donc, on doit traiter une éventuelle étiologie ou écarter un facteur de risque en cause de l'éjaculation retardée. Par exemple, supprimer ou changer un médicament tel que l'antidépresseur, donc type inhibiteur sélectif de recapture de la sérotonine. En cas de lésion médulaire, il faut savoir que la présence de réflexe crémacérien est un facteur de bon pronostic, surtout quand la lésion est au-dessous de T10. Alors, les interventions psychologiques sont assez importantes. On a vu que les étiologies ou les causes psychologiques sont importantes. Donc, le rôle de sexologue est important. On peut avoir recours à des thérapies cognitivo-comportementales. Une éducation sexuelle peut être nécessaire. Il faut réduire l'anxiété de performance, réduire les pratiques masturbatoires, rééquilibrer les fantasmes sexuels par rapport à la réalité. Le traitement médical, donc en voyant les recommandations de l'Association européenne d'urologie, malheureusement, il n'y a pas de recommandation et aucun médicament n'est approuvé par la FDA, qui est la Food Drug Administration. Alors, les choses peuvent être simples. Si un inhibiteur sélectif de recapture de sérotonine est en cause, il faut switcher vers un autre antidépresseur ou associer un antidote aux troubles sexuels secondaires à ce médicament. Plusieurs molécules ont été décrites et l'efficacité globale était estimée à 70%. Alors, les molécules les plus testées, les plus importantes, sont la cabergoline et le bupropion. Au fait, la cabergoline, qui est commercialisée sous le nom d'Ostinex, c'est un agoniste dopaminergique des récepteurs D2. La prise, au fait, est une prise 2 fois donc, par semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets secondaires qui sont assez importants, notamment l'insuffisance cardiaque. Et l'efficacité a été estimée jusqu'à 69%. Le bupropion, commercialisé sous le nom Wellbutrin ou Ziban, c'est un inhibiteur de la recapture de la dopamine et la norépinéphrine. Elle est prise à la dose de 150 à 300 mg par jour. C'est une prise matinale tous les jours. Les effets secondaires sont essentiellement neuropsychiatriques, ça donne beaucoup d'hallucinations. Alors, l'efficacité est estimée à 66%. Autre médicament, on a vu tout à l'heure que l'ocytocine a un rôle donc, important dans l'éjaculation. Il y a des médicaments donc, qui sont en cours d'évaluation à base d'ocytocine. Des antidotes aux dysfonctions sexuelles induites par les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, tels que la cyproheptadine, donc la périactine, le bispirone. Aussi, les agonistes alpha-1 adrénergiques tels que l'amidodrine ont été testés. Mais tous ces médicaments ne sont pas encore validés par la FDA. Alors, quel est le rôle de la stimulation vibratoire du pénis? Au fait, cette technique consiste à appliquer des vibrations au niveau de la face ventrale
du gland et utilisé auparavant pour recueillir le sperme en cas de trouble d'éjaculation, surtout anéjaculation, chez les blessés médulaires qui ont des lésions au-dessus de T10. Alors, l'intérêt en cas d'éjaculation retardée a été très peu étudié, donc il y a très peu donc, de papiers. Et on a l'étude de Nelson en 2007 qui a objectivé une restauration de l'orgasme et de l'éjaculation avec des délais normaux dans 72% des cas. Alors, le bénéfice était démontré essentiellement en cas de neuropathie diabétique ou en cas de sclérose en plaques. Alors, il y a un grand intérêt aussi pour les thérapies combinées, donc intervention psychologique avec une stimulation vibratoire du pénis, traitement médical, midodrine, donc sympathomimétique associé à cette stimulation vibratoire. Il paraît qu'il y a un intérêt, mais ça doit être montré sur des études plus importante en termes de nombre. On va passer au deuxième trouble qui est l'anéjaculation. Alors, l'anéjaculation est définie par l'impossibilité d'obtenir une émission de sperme par le méa urétral en dépit d'une érection normale et de stimuli appropriés, c'est-à-dire des va-et-vient intravaginaux supérieurs à 15 minutes. Ça inclut également l'absence d'éjaculation rétrograde. Donc, alors, l'éjaculation rétrograde ne fait pas partie de la définition d'une anéjaculation vraie. Les différentes variétés, il y a l'anéjaculation sans orgasme, donc anorgasmique, elle est souvent d'origine psychologique. Il n'y a ni orgasme, ni éjaculation, et c'est une variante plus sévère de l'éjaculation retardée. Alors que l'orgasme sans éjaculation, on parle d'orgasme sec ou aspermie, elle est due à la suppression élective de la phase d'émission du sperme. Donc il va y avoir des contractions expulsives de la musculature pelvienne avec un obstacle, donc c'est-à-dire on n'a pas une émission de sperme. Il y a aussi l'anéjaculation totale, donc dans toute situation. Il y a l'anéjaculation situationnelle. Par exemple, le patient peut éjaculer dans certaines situations en se masturbant avec une partenaire donc, particulière, et ceci témoigne de conflits psychologiques, difficultés relationnelles, discordances entre fantasmes au cours de la masturbation et réalité, etc. La prévalence, elle est méconnue, très peu d'études, elle est rare, entre 2 et 5%. Alors, concernant les étiologies de l'orgasme, en fait, sans éjaculation, c'est essentiellement des anomalies congénitales de l'appareil urinaire, exemple agénésie bilatérale des canaux différents, des kystes mullériens, sclérose des canaux éjaculateurs. Les curages ganglionnaires lombo-aortiques aussi peuvent endommager le système sympathique et donc ça peut donc, altérer l'éjaculation. La chirurgie de l'aorte, la chirurgie rectale, la prostatectomie totale. Concernant l'anéjaculation anorgasmique, elle est souvent psychogène et primaire, donc une éducation rigide, un hypercontrôle, manque de confiance en soi, etc. Elle peut être aussi neurogène, elle peut être hormonale, secondaire à un hypogonadisme, elle peut être d'origine médicamenteuse, les psychotropes, elle peut être également toxique, l'alcool, cocaïne, morphine, etc. Alors, la prise en charge, il faut bien faire un interrogatoire minutieux, préciser les troubles, la variété, rechercher des signes associés, les douleurs. Une éjaculation douloureuse peut donner un évitement des rapports sexuels, les symptômes du bas appareil urinaire, préciser si le trouble est primaire ou secondaire, présent lors du coït uniquement, présent lors d'une masturbation, présent lors du spermogramme uniquement. Les antécédents sont importants à la recherche d'un facteur de risque tel qu'une infection génitale, neuropathie, diabète, traumatisme périnéal, chirurgie abdominale ou pelvienne. L'examen physique, il faut examiner le périnée, le toucher rectal, examen neurologique si nécessaire. Les examens complémentaires, un bilan biologique donc de base, testostéronémie, glycémie, ECBE, rechercher des spermatozoïdes. Donc on peut confondre une éjaculation vraie avec une éjaculation rétrograde. Il faut aussi faire un spermogramme pour évaluer la qualité des spermatozoïdes. L'imagerie aussi peut être importante, échographie
endorectale, prostato-vésiculaire, l'IRM pelvienne, et on peut avoir recours, en cas de signe d'appel, à des explorations neurophysiologiques. Alors, concernant la prise en charge de l'éjaculation, la prise en charge thérapeutique, il n'y a pas de recommandation. Il faut traiter une éventuelle étiologie. L'anorgasmie, en cas d'anorgasmie, il faut donc adresser le patient à un psychologue, psychosexologue. En cas d'orgasme sec, c'est-à-dire on a un orgasme avec absence d'éjaculation, il faut supprimer tout d'abord une cause médicamenteuse et il faut rechercher une étiologie organique. Alors, le rôle du sympathomimétique, l'amidodrine, a été étudié donc, dans ce papier et on a trouvé que l'amidodrine peut améliorer donc, l'éjaculation chez 50% des patients, mais au fait, ça reste une étude rétrospective qui inclut 16 patients et on a inclus dans cette étude les patients porteurs d'une éjaculation vraie et éjaculation rétrograde. Alors, en voyant les recommandations, concernant le traitement médical, les résultats sont décevants. Au fait, l'efficacité n'est pas confirmée. Il faut plusieurs études, mais il y a un intérêt aux stimulations vibratoires de pénis comme de première intention, surtout chez les patients blessés médulaires, les patients qui ont eu un curage ganglionnaire et qui sont porteurs de neuropathie. On va passer maintenant à l'éjaculation en rétrograde. Par définition, l'éjaculation en rétrograde est l'absence totale ou partielle de l'éjaculation antégrade, résultat du passage de sperme vers la vessie à travers le col vésical. Très souvent, l'orgasme est présent et il peut être légèrement diminué. Les causes sont multiples, donc ça peut être d'origine iatrogène chirurgicale, médicamenteuse, neurologique ou urétrale. Alors, concernant l'iatrogénie chirurgicale, les interventions rétropéritonéales telles que le curage lombo-aortique, la chirurgie de l'anévrisme de l'aorte abdominale peuvent donner des lésions des fibres sympathiques contrôlant le tonus de la musculature lisse du col vésical. La chirurgie de l'adénome prostatique, quelle que soit la technique, est pourvoyeuse aussi de risques d'éjaculation rétrograde, quelle que soit la technique, mais la résection et l'adénoïctomie transvésicale sont les plus pourvoyeuses donc, de ce risque, jusqu'à 100%. Concernant les médicaments, les alpha-bloquants aussi sont associés à un risque d'éjaculation rétrograde et donc il faut aviser votre patient de ce risque avant la mise donc, de traitement. Certains antihypertenseurs sont trop. Les diurétiques thiazidiques, certains psychotropes antidépresseurs sont aussi des facteurs de risque d'éjaculation rétrograde. Les causes neurologiques, les neuropathies centrales, traumatisme médulaire, la sclérose en plaques, la neuropathie périphérique d'origine diabétique aussi est un facteur de risque d'éjaculation rétrograde et la maladie de Parkinson. Les causes urétrales, la sténose de l'urètre, l'hyperplasie du verrue montanum aussi a été incriminée dans l'éjaculation rétrograde et aussi certaines causes endocriniennes telles que l'hypothyroïdie, l'hypogonadisme et l'hyperprolactinémie. Le traitement peut être simple, c'est de supprimer par exemple un traitement en cause, donc peut restaurer l'éjaculation, tel que le traitement alpha-bloquant. On peut avoir recours à des agents sympathomimétiques en cas de neuropathie. Donc, les molécules qui étaient utilisées, la pseudoéphédrine, l'éphédrine, la phénylpropanolamine et la midodrine, donc commercialisées sous le nom Gutran. La plus utilisée, c'est la pseudoéphédrine à la dose de 120 mg, donc 2 à 2,5 heures avant le rapport sexuel. L'efficacité de ces molécules, donc confondues, a été estimée 28%. Il n'y a pas de supériorité de l'une par rapport à l'autre, mais en contrepartie, on a des effets secondaires très importants, en particulier l'hypertension artérielle. L'imipramine, qui est un antidépresseur, inhibiteur sélectif de la recapture de la monoamine, a été aussi utilisé
dans l'éjaculation rétrograde. Et le mécanisme d'action, c'est une diminution de la recapture présynaptique de la noradrénaline et de la sérotonine. Concernant la chirurgie, reconstruction du col vésical, injection du collagène, donc il n'y a pas donc de niveau de preuve. Donc des études sont en cours pour évaluer ces techniques. Je passe à l'éjaculation douloureuse. Alors, par définition, c'est une douleur qui est survenue au cours ou après l'éjaculation, qui peut toucher le pénis, le scrotum, le rectum, le périnée et même l'étage abdominal inférieur. Alors, concernant l'intensité, ça peut aller d'une douleur importante ou bien un inconfort de quelques secondes, voire jusqu'à 2 jours. Cette éjaculation douloureuse peut avoir un impact négatif sur la sexualité, des attitudes d'évitement, des conflits conjugaux, etc. La prévalence, c'est la même chose, elle est peu étudiée, donc la prévalence varie de 1,9 à 25%. 1,9% quand il s'agit d'un symptôme isolé. Quand elle est associée à des symptômes du bas paraurinaire, la prévalence est de 25%. Le nombre de cas a été estimé augmenter en parallèle avec la sévérité des symptômes du bas paraurinaire. Alors, concernant les étiologies de l'éjaculation douloureuse, les mieux documentées dans la littérature sont l'hypertrophie bénigne de la prostate, le syndrome douloureux pelvien chronique, y compris la prostatite chronique, la prostatectomie radicale, ça peut donner un orgasme donc sec, douloureux, curithérapie de la prostate, les antidépresseurs. Les moins fréquentes, la névralgie pudendale, donc phénomène d'hypersensibilité, intervention pour sténose du l'urètre post-traumatique, les obstructions des canaux éjaculateurs, à titre d'exemple lithiase ou un kyste prostatique compressif, les lithiases des vésicules séminales, un kyste périurétral compressif ou après cure de hernie. Les étiologies qui sont citées dans la littérature sans être documentées, les infections urogénitales, la radiothérapie externe et les éjaculations douloureuses d'origine psychologique. Cette pathologie peut être également idiopathique, c'est-à-dire il n'y a pas donc d'étiologie qui peut l'expliquer. Concernant l'évaluation, l'interrogatoire est important. Il faut rechercher un facteur de risque. Il faut un examen physique minutieux, y compris donc un toucher rectal, les prélèvements microbiologiques, donc à la recherche de mycoplasme, chlamydia. Il faut faire un prélèvement fractionné des urines. L'échographie endorectale est d'un grand apport aussi à la recherche des lithiases des canaux éjaculateurs, des anomalies des vésicules séminales, un kyste prostatique par exemple compressif. Concernant le traitement, il faut traiter une éventuelle étiologie, il faut éliminer un facteur de risque. Certaines études ont montré l'intérêt de la tamsulosine, donc alpha-bloquant, en cas, quand la cause est une hypertrophie bénigne de la prostate, une prostatectomie radicale. Il faut traiter une éventuelle infection, les anti-inflammatoires en cas de prostatite chronique. En cas de lithiase de la vésicule séminale, on peut pratiquer une vésiculoscopie transurétrale. Il faut supprimer certains antidépresseurs qui peuvent être en cause. En cas d'obstruction des canaux éjaculateurs, on peut avoir recours à une résection transurétrale ou une dilatation au ballon. La psychothérapie, la thérapie comportementale, quand une étiologie psychologique est évoquée, certains ont utilisé des myorelaxants, des antidépresseurs, les opioïdes, anticonvulsivants. Aussi, il y a un intérêt de la rééducation physique du périnée qui reste aussi à démontrer. Voilà, j'ai fini. Je conclue par dire que les autres troubles, à part l'éjaculation prématurée, sont des anomalies peu fréquentes en pratique quotidienne, qui ont un retentissement psychologique important, un retentissement sur la sexualité, aussi la fertilité. Les étiologies sont multifactorielles, les causes psychologiques à ne pas négliger. L'interrogatoire est très important, il faut rechercher un facteur de risque. Pensez à demander les médicaments pris par votre patient, c'est une étape fondamentale. La prise en charge thérapeutique est souvent difficile, en absence de recommandations. La prise en charge est multidisciplinaire, elle implique cliniciens, urologues, sexologues, endocrinologues.
Parfois, la prise en charge thérapeutique est simple, supprimer ou switcher un médicament qui peut être en cause. Et surtout, il faut discuter avec le patient l'utilité d'une thérapie en fonction, bien sûr, du degré de sa gêne et son retentissement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très complet, très exhaustif. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question? Oui. Je vous remercie pour votre présentation. Je voudrais poser une question concernant la mise d'un patient qui présente une hypertrophie bénigne de la prostate symptomatique sous alpha bloquant. Donc, quand on reçoit ce patient pour un contrôle et qu'il nous dit qu'il a des problèmes d'éjaculation, éventuellement l'éjaculation rétrograde, donc quelle est la meilleure conduite dans ce cas? Alors, je pense qu'il faut toujours discuter avec votre patient et évaluer le retentissement de cette éjaculation rétrograde. Bon, j'ai un patient qui est jeune, qui est demandeur, par exemple, d'avoir des enfants. Donc, c'est différent par rapport à une personne âgée, par exemple, qui n'a pas besoin qui n'a pas une intention d'avoir d'autres enfants. C'est le potentiel de fertilité. Parfois, le patient est touché dans sa sexualité. Pour lui, le geste n'est pas complet, malgré qu'il y a une érection, que le rapport sexuel se fait d'une façon normale. Il faut discuter avec le patient que l'intérêt de l'alpha bloquant pour améliorer les symptômes du bas appareil urinaire en rapport avec l'hypertrophie de la prostate qui prime pour le moment. Et il faut lui expliquer que ce problème est momentané et en rapport avec le traitement. D'accord ? Voilà. Faire des fenêtres thérapeutiques quand votre patient est amélioré à 100%, utiliser une phytothérapie quand des symptômes irritatifs majoritaires. Il faut voir l'utilité de tout ça. Surtout, ne pas penser à associer à un médicament, comme j'ai montré tout à l'heure, donc les sympathomimétiques, etc. Les effets secondaires sont très importants et il faut évaluer le bénéfice.